Bonjour, bienvenue pour ce nouveau rendez-vous depuis le lounge de BPI France. Et alors à mes côtés, Alexandre Lavoisier, dirigeant de la région IMIA de Comexposium. Bonjour. Bonjour. Une petite présentation rapide. Comexposium, l'un des leaders mondiaux de l'organisation d'événements. Je donne les chiffres avant Covid. J'espère qu'ils seront les mêmes après Covid. 170 manifestations B2C et B2B dans 11 secteurs, 45 000 exposants et plus de 3 millions de visiteurs dans 26 pays. C'est ça, on est à peu près dans les chiffres. Nicolas Parpex, bonjour. Bonjour. On est chez vous aujourd'hui puisque vous êtes directeur du pôle industrie culturelle et créative et pilote du plan French Touch chez BPI France, la banque publique d'investissement qui forcément a été mise à rude épreuve pendant ces derniers mois, encore plus que d'habitude, j'imagine, puisqu'elle accompagne les différentes entreprises. Deux chiffres aussi pour savoir où on en est chez vous. En 2020, le plan Touch, dont vous vous occupez, a déployé 1,5 milliard d'euros pour les industries culturelles et créatives. Et puis, pour donner un dernier chiffre, 200 participations dans des startups pour BPI France. Voilà, pour donner un petit peu une idée. Ce qui vous rassemble aujourd'hui, c'est une nouvelle offre, une nouvelle marque, le lancement de WeSpeak Retail, fruit de la collaboration donc entre BPI France par le biais du Hub et de Comexposium par le biais de l'événement One-to-One Retail e-commerce Monaco. Puisque je suis tournée vers vous, Alexandre, vous allez répondre tous les deux, voir si vous avez bien la même idée de ce que vous allez faire ensemble. De quoi s'agit-il ? Donc c'est un partenariat entre deux acteurs qui œuvrent au développement de start-up, du retail d'une manière générale, et de start-up qui proposent des solutions aux retailers pour se développer. Qu'est-ce que vous pouvez rajouter sur WeSpeak Retail ? C'est donc du contenu ? Absolument. C'est une initiative qui est une série d'événements et une plateforme de contenu. Donc c'est un format qui est en effet d'abord un partenariat très proche et très synergétique entre Comexposium et BPI France. On va y revenir dans un instant. Et au service de toutes les entreprises de l'écosystème. L'idée, c'est quoi ? C'est d'animer, de fidéliser une communauté ? Absolument. C'est d'animer, de fédérer et de vitaliser une communauté. Et ça, je crois que c'est vraiment quelque chose qui réunit nos deux institutions. Pour ce faire, Nicolas, chez BPI France, vous vous intéressez, vous investissez dans de nombreux secteurs. Pourquoi avoir voulu aller plus loin dans l'engagement dans ce secteur du retail précisément ? Alors le retail, c'est évidemment un enjeu majeur pour l'ensemble des chaînes de valeur du B2C en France. C'est un secteur sur lequel on a une empreinte historique très forte. Et on trace une longue ligne et une longue histoire entre le bonheur des dames et le social selling. Et, ah oui, là vous faites un gros saut dans l'histoire quand même. Absolument. On a pris un petit raccourci temporel, une petite faille spatio-temporelle. Mais quand on dit ça, ça veut dire que on est dans cette tension entre l'héritage et l'innovation permanente. Et l'innovation, c'est un de nos sujets majeurs au sein de BPI France. C'est aussi un secteur qui a beaucoup souffert et dont les transformations ont été très accélérées par la crise sanitaire. Donc voilà, c'est pour nous un sujet d'attention majeure. Justement, est-ce que ça vous intéressait aussi de vous engager sur ce secteur en particulier, Alexandre, parce qu'il a été un peu au cœur des préoccupations et des discussions, finalement, après le secteur de la santé, bien sûr, durant toute la crise du Covid de ces derniers mois ? Alors oui, tout à fait. Nous, c'est un des secteurs pour Comexposium qui est un secteur fort, puisqu'on a beaucoup d'événements dans cette verticale. L'année a été effectivement assez compliquée pour ce secteur. On a proposé tout un tas de solutions durant l'année qui s'est écoulée, notamment en événements digitaux. Et maintenant, on est là pour accompagner la relance du secteur en remettant sur le marché des événements physiques, cette fois-ci, pour permettre à tous les acteurs de se retrouver et de relancer le business qui a souffert. On parlait d'animer, de fédérer la communauté. C'est aussi, non pas que ce soit totalement arrêté, mais de mettre en branle cet écosystème, de le redynamiser, peut-être lui redonner confiance. Il y a une question d'écosystème aussi. Alors, de toute façon, tous nos événements rassemblent les écosystèmes. On parle de communauté, nous. Donc, une offre, une demande. Mais parfois, c'est plus complexe que ça. On a des partenaires, à la fois on est concurrents, partenaires, fournisseurs, etc. C'est quand même un secteur qui a eu des alternatives pendant cette période. Le digital. Et donc, c'est quand même le sujet de l'événement One-to-One e-commerce que de proposer tout un tas de solutions pour les retailers pour se digitaliser. Après, effectivement, il y a quand même un enjeu de relance et l'événement physique, pour ça, rien de mieux que pour réénergiser, relancer une communauté, que de rassembler tout le monde
au même endroit, au même moment. Là, on sera sur du figital, comme on dit. Ça, c'est le nouveau mot qui vous convient à tous. On est un petit peu en digital, un petit peu en présentiel. On essaie de doser pour que tout ça fonctionne le mieux et rassemble le plus de personnes. Vous n'avez pas précisé, Nicolas, par exemple, quelles entreprises vous suivez dans le secteur du retail pour donner quelques exemples? Absolument. Alors en fait, nous, notre angle, c'est d'accompagner toutes les entreprises performantes de la French Touch. Donc, c'est-à-dire des entreprises à la fois innovantes et émergentes, ce qu'on appelle des game changers. Donc on est dans ce qu'on appelle des DNVB, des marques digitalement natives, comme Bonne Gueule dans la mode, ou Tipto ou Socialite Family dans la déco. Et puis ensuite, on a des entreprises et des marques et des enseignes qui sont évidemment dans des problématiques d'omnicanalité et de transformation digitale, mais avec une empreinte retail physique plus importante, comme Roséana ou Officine Générale dans la mode. Et puis des enseignes un peu plus matures comme Éric Bompard. Et Content Square, la dernière licorne, vous les accompagnez au passé, au tout départ? Absolument. Voilà, ça fait partie des grosses réussites. Donc voilà, on peut commencer à grandir ici et puis s'envoler très très haut. L'idée aussi, peut-être, Alexandre, c'est justement de continuer à faire encore plus le lien, à faire davantage se parler les grands acteurs historiques et ces startups qui viennent bousculer le monde du retail et du e-commerce. Bien sûr, ils se parlent déjà. Bien sûr, ils se rencontrent sur le one-to-one Retail Monaco ou à l'occasion d'événements de BPI France. Mais l'idée, c'est bien ça. Oui, tout à fait. Nous, on a cette vocation que de rassembler l'ensemble des acteurs, donc à la fois les acteurs historiques, les pure players, donc que ce soit du côté de l'offre, donc des prestataires de solutions à destination du retail, ou de ce que nous on appelle la demande, c'est-à-dire les retailers. On a à la fois les acteurs historiques dont on accompagne la transformation, et on sait que c'est un enjeu fort pour ces acteurs-là, et que d'ailleurs ils ont accéléré ces derniers mois. Mais on a aussi les pure players, que ce soit des DNVB dont on voit l'émergence de plus en plus forte, mais aussi des acteurs plus historiques et les plus connus, les plus gros acteurs du retail digital qu'on accompagne. On rappelle, j'imagine que tout le monde est au courant, mais Digital Native Vertical Brand, c'est marques nées sur Internet et qui grossissent et qui finissent par ouvrir des magasins, des boutiques souvent, d'ailleurs. Absolument. On le voit bien et c'est ça qui est vraiment intéressant dans ce développement. Alors, venons-en maintenant qu'on voit un petit peu se dessiner ce que sera We Speak Retail. Pourquoi ce partenariat? Parce que finalement, vous auriez pu être vus comme des concurrents. Vous soutenez d'une manière différente des startups. Vous organisez tous les deux des événements. Pourquoi ce partenariat? Surtout, en quoi est-il vertueux? Je pense qu'il est vertueux parce que il illustre une valeur qui, je pense, prend encore de l'ampleur aujourd'hui, et notamment en sortie de crise, qui est justement cette dimension que plutôt que d'avoir des démarches, on va dire, silotées ou concurrentes, on est là pour aller chercher du jeu collectif et du partenariat. Et encore une fois, je pense qu'entre on va dire toute l'énergie et toute l'excellence qu'on essaye de déployer chacun dans notre domaine. Encore une fois, c'est vraiment ce qui nous rassemble, c'est la notion d'animation, de fédération et de vitalisation d'écosystèmes. Et donc, je pense que c'est ça qui fait que cette initiative commune va être très vertueuse et très performative. Donc, ce partenariat, c'est We Speak Retail. On vient d'en parler, du contenu, des événements, une nouvelle offre, une nouvelle marque, mais ça va un peu plus loin que ça, Alexandre. Effectivement, en plus des événements ponctuels qui vont s'étaler jusqu'à la fin de l'année en physique et en digital autour du contenu, on va accueillir sur Monaco e-commerce 2022, donc au mois de mars, une sélection de startups qui proposent des solutions et qui sont d'ores et déjà suivies et accompagnées par la BPI pour leur donner accès et visibilité au marché et aux leaders du secteur à l'occasion de l'événement e-commerce Monaco. Alexandre, finalement, c'est, comme vous dites, je reprends votre mot, c'est un perfect match, pour parler en bon français, entre deux entités qui ont les mêmes missions, peu ou prou. Effectivement, alors nous on n'est pas du côté financement. Je dirais que la BPI accompagne les entreprises et les acteurs du secteur à la fois sur le financement et le développement de leur business. Nous on est vraiment une plateforme de go-to-market. On aide les acteurs du secteur à se faire connaître, à se rencontrer, à se développer. On parlait tout à l'heure de Content Square, c'est une société qui était dès les débuts, dès sa première année sur notre événement Monaco, et qui est encore et dont le fondateur vous dit qu'il a découvert ses premiers clients grâce à cet événement-là. Donc l'innovation,
vos ADN communs? Le business, la qualité, est-ce que j'en oublie? Les communautés, je pense également. Les communautés, c'est bien la chose. Donc l'idée, c'est de redynamiser ce secteur un peu bouleversé. Sur quel produit la BPI s'est-elle particulièrement penchée, justement? Sur quelle proposition dans le secteur du commerce ces derniers mois hyper compliqués pour le secteur? On a regardé le secteur, encore une fois, dans une double approche, qui était une approche déjà de sauvegarde et de défense, puisque très concrètement, la fermeture des business a eu un impact très négatif, mais toujours essayer de réfléchir aux enjeux à la fois de sauvegarde et de transformation et d'investissement en même temps. Donc ça veut dire que toutes les entreprises du retail ont eu déjà accès à l'ensemble de l'arsenal d'aides systémiques déployées par les pouvoirs publics dans la période, le chômage partiel, etc., etc. Et évidemment, nous, on a été là à la fois pour opérer la garantie de l'État pour le PGE, donc ça a été un outil important pour la période, mais on a aussi continué à accompagner toutes ces entreprises, encore une fois, dans leurs projets de développement, de transformation, d'investissement, sur le digital, sur d'autres grands enjeux du secteur sur lesquels on reviendra peut-être. Pour vous donner un ordre de grandeur, dans le secteur des industries créatives et le retail pesant à peu près la moitié de cette masse, c'est 11 milliards d'euros de PGE qui ont été déployés en 2020. En plus du 1,5 milliard fléché sur la French Touch dont vous parliez tout à l'heure. Et donc, depuis que ça a repris, ça a rouvert, ça repart, les Français ont plein de sous à dépenser, ils consomment, ça, c'est la bonne nouvelle. Comment vous voyez, alors on parlera des enjeux de demain, mais là, les premiers frémissements du retour du retail en physique, si j'ose dire, parce qu'il ne s'est jamais arrêté. Le commerce, heureusement, il a dû se transformer à une vitesse grand V, comme chez vous, d'ailleurs, chez Comexposium. Mais qu'est-ce que vous voyez frémir là au moment d'un possible retour à la normale durable? Alors, je pense qu'il y a des éléments qui sont un peu, on va dire, conjoncturels, qui sont en effet le plaisir de retour à quelque chose dont on a été privé pendant de longs mois, à l'expérience en effet physique, relationnelle, etc., qui est quand même au cœur de l'expérience. Mais plus fondamentalement, je pense que si on tire un peu le trait, la réouverture du retail et la redynamisation du retail va appuyer sur toutes les tendances et tous les enjeux qui étaient des enjeux qui étaient identifiés pré-crise et qui ont été incroyablement accélérés. Donc c'est la digitalisation du parcours client, tous les enjeux d'impact et de RSE pour l'ensemble du monde du retail, l'application toujours au service d'un usage et d'une expérience de toutes les nouvelles technologies qui peuvent intervenir dans la chaîne de valeur, que ce soit la blockchain, etc. Alexandre, avec One-to-One Retail Monaco, qui reprend, là, en physique, ça y est, ça reprend aussi. Vous êtes partenaire, témoin du secteur, vous avez les remontées, du coup, des acteurs. Quels sont, selon vous, les enjeux d'aujourd'hui et de demain? On a des acteurs qui ont dû trouver des solutions palliatives pendant une période où ils n'avaient pas de magasin physique. Donc les enjeux qu'évoquait Nicolas, on a pu le constater, nous, on est en contact avec la communauté, effectivement une forme d'accélération de tout un tas d'initiatives. Parfois d'ailleurs des initiatives qui sont inattendues, hein, le call and collect, donc le fait de passer un coup de fil pour on redécouvre le téléphone, exactement, en fait. On redécouvre des solutions qui étaient là, mais qui sont redevenues tout d'un coup utiles. Après sur les enjeux de la relance, comme le disait Nicolas, cette crise accélère des tendances. Elle n'en a pas encore révélé de complètement nouvelles. Donc on est toujours sur ces enjeux de parcours client, clairement, d'enjeux de responsabilité sociale et environnementale qui sont accélérés pendant cette période. Et ensuite, une tendance massive qu'on voit, celle des partenariats, la période ayant été difficile. Alors on parlait de BPI comme Exposium qu'aurait pu se voir comme étant concurrents et qui sont en partenariat. On retrouve la même chose dans le secteur du retail, où des marques, des retailers entre eux peuvent décider, via notamment des marketplaces, de travailler en partenariat en se disant finalement on n'est pas si concurrents et ensemble on sera plus fort. Il y a peut-être aussi la question de la place de l'humain. C'est vraiment la question d'aujourd'hui et de demain, non, pour le retail.
Alors pour le retail, en plus ça résonne exactement, ça résonne particulièrement chez nous, puisqu'on croit quoi qu'il arrive à l'humain et à sa place dans le business, que ce soit en B2B ou en B2C. On croit en revanche à la place de l'humain et donc du rendez-vous physique, qu'il soit en boutique ou en événement, en complément d'une offre omnicanale pour élargir la palette de services dans la durée, évidemment en jouant sur les forces du digital et du physique. Très clairement, un événement comme e-commerce Monaco, c'est aussi et beaucoup de l'humain, puisqu'on parle là de business B2B, ce sont des prestataires de solutions et des entreprises. La place de l'humain reste encore forte. Il s'agit aussi de créer de la confiance, avoir une histoire commune à raconter, et ça se fait via les rencontres physiques, clairement. Ou via We Speak Retail, pour revenir à notre sujet de départ. Quel sujet allez-vous donc aborder dans les prochains mois sur We Speak Retail, Nicolas ? Donc on va aborder tous les sujets qui traversent un peu la chaîne de valeur, donc les sujets de solutions de paiement, les sujets de seconde main, les sujets d'expérience post-shop. On va lister un peu tous les sujets qui sont d'intérêt collectif pour l'ensemble de l'écosystème. J'en profite pour rajouter une couche à ce qu'on vient de dire. Je pense que ce triptyque humain, partenariat et transversalité sont des valeurs de sortie de crise et de relance très puissantes. Eh ben, magnifique conclusion. Alors justement, ça commence dès aujourd'hui, We Speak Retail. Direction, je vous le disais tout à l'heure, on était au lunch, donc avec Alexandre Lavoisier pour Comexposium et Nicolas Parpex pour BPI France. Maintenant, nous nous dirigeons vers le hub pour lancer le premier débat, donc c'est dès aujourd'hui, sur le paiement fractionné et le pouvoir aux consommateurs. Merci Alexandre et Nicolas de ce propos introductif. On est ravis de vous accueillir justement pour cette première édition de We Speak Retail, un format justement qu'on a pensé avec le One-to-One Retail e-commerce de Monaco et donc le BPI France. Donc ce matin, je serai votre animateur, donc je me présente brièvement. Mathias Fich, je travaille au Hub BPI France qui est un programme d'accompagnement, d'accélération qui est dédié aux différentes participations qui sont investies par les fonds d'investissement de la maison et donc évidemment qui dit fonds d'investissement, différentes tendances, différentes thèses d'investissement, dont évidemment le retail, sur lequel on aura l'occasion dans les prochains mois de découvrir différents pans de cette chaîne de valeur. Donc déjà, bienvenue chez nous. Bienvenue chez nous, Sonia. Merci Mathias. Pour les quelques personnes qui ne te connaîtraient pas, est-ce que tu peux te présenter Alors oui, je suis donc Sonia Mamin, je suis la directrice de l'événement One-to-One Retail e-commerce qui a lieu à Monaco, qui normalement donc a lieu le mois de mars, qui pour cette année aura lieu au mois d'octobre 2021. Donc à peu près 10 ans d'existence, c'est ça? Légèrement plus? Exactement. Donc nous fêtons nos 10 ans d'existence. C'est 10 ans en fait où on fédère la communauté et l'écosystème en fait des retailers avec des startups plus ou moins matures entre guillemets, enfin en tout cas qui ont connu en tout cas une croissance très forte en venant sur les événements. Donc c'est vraiment le lieu du contenu, de l'inspiration, de l'innovation et du networking. D'accord, donc ce qui fait véritablement l'ADN du salon, c'est la communauté, l'exclusivité, la dimension business entre donneurs d'ordre et éditeurs de solutions, c'est un peu ça? Absolument, donc en fait les startups qui veulent assister en fait à l'événement donc candidatent, il y a notre comité éditorial qui fait part de sa sélection et inversement les donneurs d'ordre, donc ce qu'on appelle les invités, ont aussi déclaré des projets pour venir assister à l'événement et rencontrer l'ensemble des prestataires qui pourront répondre à leurs enjeux business. Super. Maintenant, on va rebasculer dans le vif du sujet, justement sur cette première édition de We Speak Retail. Te souviens-tu, il y a quelques mois, justement, quand on avait commencé à échanger sur cette initiative, on avait commencé un petit peu à phosphorer, se dire qu'est-ce qu'on pourrait proposer de complémentaire et aussi dans le fidèle prolongement du salon? Oui, donc en fait, forcément, ça n'a pas échappé que l'année 2020 a été compliquée avec la crise. On a, en ce qui concerne le one-to-one, essayé de fédérer la communauté, de fidéliser la communauté avec des événements online. Et en fait,
de manière assez naturelle lorsqu'on s'est rencontrés, c'était en début d'année. Il était assez évident en fait de s'allier avec BPI France, le hub et le one-to-one pour justement apporter encore plus de contenu et d'innovation qui font partie de notre ADN respectif. D'accord, donc une certaine complémentarité que tu vois au niveau de nos différentes communautés. C'est une complémentarité qui est évidente. Puisque en fait chacun d'entre nous on a nos propres communautés mais qui se rejoignent et l'idée c'était de pouvoir créer un nouveau format tout au long de l'année qui va pouvoir être à la fois à distance mais aussi en présentiel. Donc, et aujourd'hui c'est la première journée. Je me souviens également que lorsqu'on avait commencé un petit peu à périmétrer ce que pourrait être We Speak Retail, et aussi c'était important pour nous, pour notre association de trouver ça autour d'une marque complémentaire, c'était aussi d'inscrire un rendez-vous de la récurrence. Oui, ce qui nous paraît important, c'est que en ce qui concerne l'événement du one-to-one, c'était jusqu'à maintenant un rendez-vous annuel. Mais il est important finalement de garder le lien avec l'ensemble de la communauté, quelle qu'elle soit. Et du coup, de manière assez naturelle, c'est avec vous en fait qu'on a voulu le faire, et je crois que c'était réciproque d'ailleurs, sinon on ne serait pas là, pour monter effectivement cette marque We Speak Retail avec des rendez-vous réguliers dont les prochains auront lieu après les vacances d'été. Alors je ne vais pas forcément revenir là-dessus, on a traversé une année qui est assez particulière. Je me souviens que lorsqu'on avait aussi pensé ces formats, on voulait des captations physiques, se dire que c'était un début, les prémices du retour en présentiel. Oui, alors c'est vrai qu'il y a eu un bouleversement ces dernières semaines assez rapide avec les déconfinements et les autorisations à faire du présentiel. Donc l'idée, c'est vraiment de créer ces rendez-vous récurrents où il sera tout à fait possible de venir assister au live et bien entendu, de venir networker. Donc le format, c'est un rendez-vous par mois. On mettra en avant justement une participation retail de BPI France avec une philosophie orientée pratique, propos in situ, retour d'expérience, collaboration, notamment avec un retailer, un client. Également, c'est important pour nous d'avoir une tierce partie justement dans ce type de propos et voir dans quel écosystème ça s'intègre. Vous en aurez une illustration dans un instant. Donc on se donne rendez-vous chaque mois. On va justement commencer sur cette première édition. Et donc, Monaco, c'est de retour début octobre ? Le 26, 27, 28 octobre à Monaco. Donc, on vous attend tous. N'hésitez pas, ça y est, tout est ouvert. Donc, vous pouvez d'ores et déjà vous y inscrire. On est ravis. Donc là, c'est les prémices. Rendez-vous mois d'octobre. Et maintenant, on enchaîne justement sur cette première édition de We Speak Retail. Bon événement. De retour, vous avez vu, c'est assez court. Donc, on était justement sur ce premier propos introductif. Vous présentez un petit peu justement cette nouvelle édition, la manière dont on l'a pensée, la manière dont on l'a périmétrée. Donc, première édition. Donc, sur lequel on va basculer justement sur une table ronde qu'on a intitulée Paiement fractionné, nouveaux usages, et tout cela à l'ère de l'Empower Consumer. Donc, on va revenir un petit peu sur ces différents termes. L'idée derrière ça, c'était de se dire, on entend beaucoup parler de paiement fractionné actuellement, une certaine effervescence dans l'écosystème sur ces différents sujets. Mais derrière ça, plutôt que la commodité du paiement fractionné, c'était également de comprendre dans quelle mesure justement ça s'inscrivait dans une tendance offrir un schéma financier qui est personnalisé justement aux différents consommateurs. Par effet miroir, c'est également de comprendre comment des e-commerçants, des retailers, des DNVB tirent profit justement et intègrent ça, je dirais, dans leur chaîne de valeur d'expérience utilisateur. Et si on prend encore un peu plus de hauteur, c'était également de voir dans quel écosystème ça s'intègre. Et donc c'est également c'est la manière dont on a composé cette table ronde et dont elle se reflète. Sans plus attendre, je vais convier mes différents intervenants sur cette table ronde. Donc j'accueille Lara, qui est donc lead business développement IMIA chez Shopify. Camille, donc GM, donc country manager France de Simba Sleep, et donc Louis, CEO et cofondateur d'Alma. Alors
En premier lieu, moi je suis ravi de vous avoir tous les trois autour de cette table ronde. Lorsqu'on avait avec Louis, avec Alma justement pensé un petit peu à l'articulation qu'on pourrait avoir sur cette table ronde, c'était de voir justement cette logique un petit peu partenariale, de cohérence qu'il pouvait y avoir entre trois acteurs et justement de mieux comprendre comment ça s'inscrivait dans une certaine chaîne de valeur. En premier propos, je vais vous passer chacun rapidement la parole pour repréciser un petit peu quelle est la proposition de valeur de chacun, et puis après on aura tout le loisir de descendre un petit peu plus en profondeur. Lara, tu veux commencer ? Oui, très bien. Alors, donc moi, je vais vous présenter Shopify en termes de proposition de valeur. Donc, on est une entreprise technologique canadienne fondée en 2006 à Ottawa. Ce qu'on propose, c'est une solution tout en un pour les marques qui le souhaitent, pour lancer en fait simplement un site e-commerce et après gérer l'ensemble de ces canaux de vente à partir d'une interface unique. Donc nous, Shopify, aujourd'hui, on équipe 1,7 million marchands dans le monde, dans 175 pays. Et notre mission, c'est vraiment d'aller démocratiser l'entrepreneuriat en rendant accessible au plus grand nombre un e-commerce performant et simple. Donc concrètement, Shopify, c'est une plateforme qui fonctionne sur un modèle d'abonnement. En tant que marque, vous payez à Shopify un abonnement mensuel. Et vous avez accès à un compte qui vous permet de gérer votre site e-commerce, les différentes briques de votre activité, donc par exemple votre magasin physique, vos ventes sur les marketplaces, et les commandes, vos clients, votre marketing, enfin toutes les briques de votre business de manière intégrée à partir d'une interface unique. Donc c'est vraiment très clé dans la proposition de valeur de Shopify, c'est cette volonté de simplifier et de packager en fait l'ensemble des outils dont une marque va dont une marque va avoir besoin pour créer la meilleure expérience client, d'abord sur le e-commerce, mais aussi de manière omnicanale. Merci Lara d'avoir rattrapé le coup, parce qu'il me semble que j'avais dit que je vous présentais chacun votre tour. Donc en fait, on va rebasculer là-dessus. Donc ça, ce sont également les effets un petit peu du live. Donc Camille, tu es country manager France de Simba Sleep. Alors après, tu me corriges sur ta bio si jamais je dis une petite bêtise. Auparavant, Head of Marketing chez Hachette, chez eBay France, ou encore Greenwiz. Donc c'était course en ligne bio, c'est bien ça, ouais, tout à fait. Donc Simba Sleep, on est dans le domaine du matelas. Donc moi, je suis très curieux a posteriori d'en savoir un petit peu plus. On connaît des entreprises comme Casper, Teddybear, donc je pense qu'on pourra revenir également sur la nature, le différenciant un petit peu de la proposition de valeur. Donc Simba Sleep, donc start-up pionnière, donc en DNVB D2C, né en 2016 au UK, et selon différents chiffres que j'ai pu avoir, donc dépasse aujourd'hui les 100 millions d'euros de CA, donc entièrement profitable, et puis aujourd'hui avec des logiques de développement Chine, Canada et France. Enfin, Louis, donc tu es CEO et cofondateur d'Alma, auparavant pas mal d'expérience entrepreneuriale, consultant chez Bain. Ensuite, tu passes 2 ans à peu près chez Stripe en Italie. C'est justement là où se formante un petit peu cette idée autour d'Alma. Donc Alma, solution de paiement fractionné. On va largement revenir là-dessus. Créé il y a à peu près 3 ans de ça. Alma a levé à date impressionnant à peu près un peu plus de 60 millions d'euros, et dont notamment une dernière série B de 49 millions d'euros auprès de CAT Innovation, ID Invest, BPI France. Voilà. Et aujourd'hui, à peu près 85 employés à date, c'est bien ça, ouais ? Ouais, presque. On est que 80. On sera 150 à la fin de l'année, donc ça change vite. D'accord. Camille, si on bascule un petit peu sur Simba Sleep, excuse-moi, est-ce qu'on peut approfondir justement un petit peu la nature de la proposition de valeur ? Et je me souviens aussi que tu m'avais raconté plein de choses sur une techno hybride de matelas. Oui, alors effectivement, comme tu l'as dit, Simba est né il y a 5 ans en Angleterre, de la volonté vraiment d'améliorer l'expérience client lors de l'achat de literie. Et donc, c'est une DNVB, comme tu l'as dit. Et donc, le principe de Simba, c'est de proposer en fait des matelas haut de gamme, mais accessibles en prix grâce à la suppression des intermédiaires. Ça, c'est la proposition de valeur de la DNVB en tant que telle. L'axe de différenciation de Simba, il réside principalement dans ses avancées technologiques. Simba a énormément travaillé avec beaucoup de recherches sur les dormeurs et beaucoup de développement de technologies qui sont aujourd'hui brevetées à la création de matelas qu'on appelle effectivement hybrides, tu as bien retenu, c'est-à-dire qui combinent de la mousse et des ressorts, c'est-à-dire qu'on combine un peu le meilleur des deux mondes, la mousse pour le côté moelleux, le ressort pour
pour le côté un petit peu plus rebondissant, un peu plus ferme, un peu plus durable dans le temps, voilà, un peu plus frais aussi, puisque l'air circule mieux. Et donc, voilà, c'est ça qui permet à Simba aujourd'hui d'avoir une proposition de valeur plus avancée technologiquement, on va dire. D'accord. Louis, j'étais très bref volontairement sur l'introduction par rapport à Alma. C'était aussi pour avoir tes différents éléments de langage, justement, sur cette nature de proposition de valeur, réconcilier consommateurs, aider justement les retailers en quelque nature de bénéfice, justement, de mission que vous avez chez Alma. Oui, absolument. En fait, tu as dit tout à l'heure, là, ce dont on parle aujourd'hui, c'est Empower Consumers. On peut aussi parler d'Empower Merchants, donc parler aussi des marchands eux-mêmes. En fait, les deux sont une phase d'une même pièce. Alma, finalement, on peut se demander pourquoi est-ce qu'on a lancé une solution de paiement fractionné en 2018, alors que ça existait déjà depuis quasiment 15 ans. Et la raison pour laquelle on a fait ça, c'est parce qu'on s'est dit, ce qui manque en fait dans cet écosystème, la pièce du puzzle qui manque, c'est une solution qui remet vraiment ce qu'on appelle la finance au service du commerce, c'est-à-dire que le paiement fractionné, c'est intrinsèquement un outil financier, d'accord, qui permet de faire du crédit de très court terme aux clients. Et on sait que souvent, dans ce genre d'outils financiers, on va voir une finance centrée sur elle-même, c'est-à-dire comment est-ce qu'on va faire pour optimiser le gain à court terme, en perdant parfois de vue, je pense, ce qui est important, c'est-à-dire une expérience d'achat qui est sans couture pour le client, un taux d'acceptation qui est maximal et un cycle de vente qui est absolument parfait de A à Z. Et le A, c'est l'achat lui-même, c'est en fait le paiement au niveau de checkout, ce que j'ai mentionné. Le Z, c'est parfois quand ça se passe mal, par exemple, j'ai un client qui a un problème, qui n'arrive pas à rembourser, la capacité pour notre service client à l'accompagner, même en cas de coup dur. Donc d'éviter, par exemple, de lui imposer des pénalités de retard, mais de l'accompagner, peut-être de décaler des échéances, peut-être d'agrandir, de lui permettre de payer en 6 fois à la place de 3 fois, si jamais il n'arrive pas à payer. Pour nous, c'est ça ce que ça veut dire, donc de remettre la finance au service du commerce. Très clair, merci beaucoup. On aura l'occasion justement de redescendre sur ces logiques un petit peu de fonctionnement du produit, de taux d'acceptabilité, de recouvrement, etc. Maintenant, si on bascule justement sur cette logique un petit peu écosystème, chaîne de valeur, donc Lara, tu nous as présenté brièvement Shopify. J'aimerais aussi, en fait, souvent dans l'écosystème, Shopify est un peu considéré comme le meilleur compagnon un petit peu des entrepreneurs qui veulent créer, qui veulent lancer, qui veulent gérer, scaler un petit peu leur business. J'ai l'impression que c'est un ADN qui est très fort chez Shopify. Ça se reflète aussi peut-être via l'histoire, la jeunesse de son fondateur. Si tu peux nous en dire quelques mots ? Oui, bien sûr. Donc Shopify, comme je vous disais, a été créé au Canada par Tobias, notre CEO, qui en fait a débuté Shopify par la création d'un business de snowboard en ligne. Donc, en fait, Tobias était passionné par le snowboard et donc a voulu vendre des snowboards en ligne. Lui, il a une formation de développeur à l'origine et en fait, en commençant à créer son site e-commerce et développer son activité en ligne à cette époque-là, il s'est rendu compte en fait que c'était très compliqué pour quelqu'un qui commençait de zéro de créer son architecture, la bonne architecture e-commerce. Et donc en fait, il a progressivement fait en fait basculer son entreprise de cette boutique de snowboard en ligne qui s'appelait Snow Devil à Shopify. Donc je pense que c'est une bonne explication de la genèse et de la mission de Shopify, c'est vraiment de se mettre à la place du marchand, comme le disait Louis. C'est complexe et aujourd'hui il y a beaucoup de briques nécessaires pour être capable de gérer et de construire de la bonne manière son activité en ligne. Et Shopify, c'est vraiment aussi par son histoire que la boîte est capable de faire preuve d'empathie dans les problématiques au quotidien de ses marchands pour leur proposer vraiment une interface très simple d'utilisation pour aller gérer leur site e-commerce et aussi l'ensemble des fonctionnalités de leur business. Et on va parler aujourd'hui de paiement de manière intégrée. Alors, dans ce que tu viens de dire, il y a justement des mots qui résonnent très fort, et notamment sur ma prochaine question que je vais t'adresser, Camille. On parlait de lancement d'activité. Dans une certaine mesure, tu es en train aussi de structurer, de lancer l'activité France de Simba Slip. Lara parlait également de se dire, justement, quand on commence à faire ça, on se doit de réfléchir aux différentes briques fonctionnelles. Comment on essaie de penser à tout ça? Parce que le paiement fractionné est l'une des composantes aussi un petit peu de la stack d'outils ou de l'expérience utilisateur que tu devras proposer demain à tes futurs consommateurs, c'est bien ça?
Oui, tout à fait. Et c'est d'autant plus important pour nous qui sommes une DNVB que c'est le seul contact, l'expérience client qu'on offre sur le site est le seul contact qu'on a avec nos clients. Donc, comme en plus on fait ça pour offrir les meilleurs produits, mais avec la meilleure expérience pour nos clients, on se doit de A à Z d'être complètement sans couture, comme le disait Louis, de penser au client pour lui simplifier la vie. Parce que c'est justement, nous on est nés de ça, de se dire mais que c'était une vraie galère d'aller faire le tour des magasins de literie pour essayer 3 minutes un matelas sur un truc en plastique, qu'on attendait après son matelas 1 mois livré 50 €. Bref, c'était une catastrophe. Donc l'idée est effectivement de simplifier ça et donc à tous les endroits du site. Donc première impression sur le site, rassurer avec le service client aussi notamment. Déjà en amont évidemment faire parler de la marque pour que les gens aient confiance en la marque et tout au long du parcours d'achat. Et après, parce que Louis le disait, ça ne s'arrête pas au moment où on a même livré nos produits, parce que dans notre proposition de valeur, il y a aussi 200 nuits d'essais qui sont offertes. Justement dans le but que les clients ne soient pas inquiets en achetant un matelas qu'ils n'auraient pas essayé. Et donc ça fait partie aussi de notre proposition de valeur, de se dire que si le client doit le retourner parce que ça ne lui convient pas, il peut le faire, et ça simplement. Donc et on aura justement l'occasion de rebondir là-dessus. Comment concilier une expérience de paiement avec une expérience d'achat, selon évidemment la nature du panier moyen qui est j'imagine, assez élevé justement, par rapport à l'excellence des différents matelas que vous proposez. Si on parle un petit peu au tout début, avant même de parler de ce que tu es allé chercher chez Alma, quand on parle de paiement fractionné, quelle est la nature très concrète des bénéfices que tu vas justement chercher à mesurer et à proposer justement à tes futurs utilisateurs? Alors effectivement, le paiement fractionné, particulièrement dans notre cas avec des paniers moyens qui sont élevés, permet déjà tout simplement de rassurer le client tout simplement sur le fait qu'il va pas avoir à dépenser une somme assez forte en un coup. Donc ça, c'est la première chose, c'est de rassurer le client et lui offrir un service qui lui permet tout simplement de déclencher son achat. Et nous, ce qu'on cherche, qu'est-ce qui va faire qu'on va choisir un partenaire aussi après plutôt qu'un autre? C'est un partenaire qui a une bonne image de marque, parce qu'aujourd'hui, le paiement fractionné commence à se développer, mais en France, l'image du crédit à la consommation, en quelque sorte, est très mauvaise, extrêmement mauvaise. Ça fait peur. Donc déjà, l'image de marque et la confiance qu'on peut avoir, c'est clé. Ensuite, dans le parcours qu'on veut effectivement sans couture, il faut que ce soit un partenaire qui ait aussi, comme le disait Louis, une expérience absolument parfaite, très simple, très rassurante, parce que sinon c'est d'autant plus d'occasion de perdre notre client dans un parcours trop long et trop complexe. Et donc en dernier lieu, le taux d'acceptation, effectivement, qui est un indicateur qu'on regarde, parce que c'est ça qui va améliorer notre taux de conversion au final sur le site, qui doit être effectivement optimal. D'accord. Et dans une certaine mesure, lorsqu'on dit possiblement augmenter le panier moyen, ça veut dire quoi? Ça veut dire que à partir du moment où je suis sensibilisé sur le fait que tu peux me proposer un schéma financier qui est personnalisé, possiblement je vais peut-être upgrader justement le choix du matelas. Ça peut être aussi des considérations? Oui, tout à fait. On augmente le panier moyen par les deux logiques. La première, c'est que on peut déclencher une conversion qui n'aurait peut-être pas eu lieu, en tout cas pas eu lieu aujourd'hui, s'il n'y avait pas ces facilités de paiement. Et deuxièmement, effectivement, ça peut upgrader le type de matelas, par exemple, si on se dit qu'on peut débourser un peu plus, ou tout simplement compléter son achat avec la parure, les oreillers, la couette, le protège-matelas, voilà. Et est-ce que tu penses que en termes d'incrémental, de source de trafic, aussi ça peut attirer une nouvelle population qui se disait jusqu'ici, est-ce que je vais le payer comptant? Là, par contre, ça peut aussi me convaincre par rapport à ça. Oui, très certainement, c'est difficile de le mesurer. Enfin, on le mesure effectivement sur l'évolution de nos taux de conversion, mais clairement, on va aller chercher des gens certains jours qui n'auraient pas pu parce que c'était pas la fin de mois, qu'ils n'avaient pas été payés ou que tout simplement ils n'avaient pas prévu ce type d'achat. Donc oui, clairement, on va chercher de l'incrémental avec des facilités de paiement. Très clair. Louis, Camille, justement, évoquer de certaines solutions qui étaient installées justement dans le paysage, certains standards actuels. Quand toi, tu as pensé justement la solution, la mission, la vision d'Alma, quels étaient les attributs très forts que tu voulais justement par rapport au produit?
Ouais, avant de parler de produit, peut-être une réalisation que j'ai eue, je pense au début, enfin qui est pas extrêmement étonnante, mais il n'y a pas beaucoup de secteurs qui sont plus utiles et qui ont un impact plus fort sur l'histoire économique humaine que la finance en général et que le crédit en particulier. Quand tu regardes le monde, ce bâtiment par exemple dans lequel on est n'existerait pas si on n'avait pas pu le financer. Jusque-là, j'ai pas l'impression de dire quelque chose de très intelligent. Par contre, quelque chose qui est très surprenant, c'est à quel point en fait la finance, encore une fois en général, et le crédit en particulier ont mauvaise presse auprès des particuliers, auprès des professionnels. Et donc là, il y a quelque chose qui est pas raccord. C'est-à-dire que je connais pas un secteur où il y a un aussi grand delta entre l'utilité réelle du secteur et sa perception. Et ça, honnêtement, c'était très surprenant. Il n'y a aucune raison, en vrai. Il n'y a pas de raison intrinsèque qu'une entreprise financière soit pas simplement extrêmement, comme disait Camille tout à l'heure, juste vraiment au service du commerçant, quoi, de l'achat. Donc je pense que la première réalisation était vraiment très très basique, était de se dire, dans l'entreprise que je veux créer, je veux que ce soit une entreprise qui se mette au second plan. Paradoxalement, nous on n'est pas là pour prendre la lumière, on est là pour aider donc des commerçants à vendre plus, à vendre mieux. Donc on va travailler avec d'autres acteurs qui sont pareils comme nous, je pense Shopify, pas là pour prendre la lumière, qui sont là pour aider, des enablers si tu veux. Et cet ADN il est extrêmement fort chez Alma et depuis le début. Donc c'est peut-être ça qui va nous distinguer, c'est que après je peux faire une liste et je pense que ce sera pas très intéressant de point à point ce qu'on a fait différemment, mais je pense que ce qui est plus intéressant c'est cette espèce d'ADN. Et je vais prendre peut-être juste un exemple. Aujourd'hui en France, on est la seule boîte de paiement fractionné qui accepte de travailler avec des retailers, des marchands, quelle que soit leur taille. On travaille avec des très très grands, on travaille avec des moyens, on travaille avec des tout petits. Et en fait, depuis le début, on se disait, mais c'est quand même, il y a vraiment un déséquilibre dans ce marché pour les tout petits qui n'ont pas accès à ces solutions. Je reviens sur ce que disait Lara tout à l'heure, hein, les entrepreneurs, enfin. Toutes les petites boîtes commencent petites. Donc en gros, Shopify a commencé comme une boîte de vente de snowboard. Apparemment, c'est plus très petit Shopify maintenant. Ça existe. Et en fait, il n'y a aucune raison de ne pas aider ces commerçants depuis le début. Donc ça, c'est un parmi les assez nombreux, je dirais, points importants pour nous. C'en est un qu'on avait en avant depuis le début, qui est chez Alma, tu peux, en tant que commerçant, quelle que soit ta taille, créer ton compte tout seul, t'onboarder tout seul et t'intégrer tout seul pour proposer à tes clients de payer en plusieurs fois. D'accord, donc vous vous retrouvez justement sur ce socle commun de compagnons des entrepreneurs qui aussi lancent leur activité, leur business online ou offline aussi, on pourra revenir là-dessus. Et surtout dans un monde où, encore une fois, on voit des boîtes très très grandes et on oublie qu'il n'y a pas si longtemps que ça, elles étaient toutes petites. Donc en fait, cette espèce de distinction entre d'un côté les grands et de l'autre côté les petites est une distinction qui, à mon avis, a plus beaucoup de sens. D'accord. Donc, ce qui fait que aussi dans votre logique de go-to-market à votre lancement, il y avait une forte réceptivité justement des business qui se lancent, des DNVB, c'est bien ça, ouais? Absolument. Et avant de lancer Alma, donc je travaillais chez Stripe, autre partenaire de Shopify, et aussi entreprise qui est capable d'avoir à la fois de travailler avec littéralement des millions de petits commerces et des très grands. Peut-être, je pense, un point, et je finis là-dessus, mais dans cette opposition entre les petits et les grands, on a souvent une opposition de type d'exigence. On a l'impression que les grands ont plus d'exigence que les petits. Alors parfois c'est vrai, il y a des notions un peu spécifiques, des droits d'accès, etc. Mais la réalité, c'est qu'en termes d'expérience client, les petits commerces sont aussi, voire plus exigeants que les grands. Enfin, ce que disait Camille, je pense que l'expérience chez Simba Sleep, c'est un sujet qui est beaucoup plus central que chez les acteurs historiques de la literie. Donc il n'y a pas de ce niveau d'exigence. Tu parlais tout à l'heure de consumer empowerment. Nous, chez Alma, on appelle ça l'exigence du consommateur. Donc le consommateur, qu'il soit français ou autre, est de plus en plus exigeant. Il veut de plus en plus de services, il veut de la livraison rapide, de la livraison, de same-day delivery, il veut du choix, il veut du support, il veut du prix, et il veut aussi payer comme il l'entend, par exemple payer en plusieurs fois. Et ce contexte-là, je pense que les entrepreneurs le comprennent extrêmement bien. D'accord, ok. Donc évidemment, cette exigence consommateur doit se refléter, j'imagine, via une richesse fonctionnelle à proposer. Ça me permet justement de basculer, Lara, sur Shopify. En fait, quand on considère Shopify, on pense avant tout en fait à un écosystème, que ce soit des freelanceurs, des développeurs. Et est-ce que tu peux nous dire un petit peu justement en fait comment tu perçois justement cet écosystème qui est adoubé, qui est reconnu, qui se développe autour d'un produit initialement pensé ?
Bien sûr, donc effectivement, la notion d'écosystème et de partenariat, et on l'a mentionné en introduction, est très clé dans la capacité de Shopify d'aller supporter des segments de clients très différents dans le monde. Donc, Louis disait que l'ADN d'Alma, c'était vraiment d'aller proposer la même qualité de service à un petit et à un grand. Shopify, c'est aussi un peu la même philosophie, c'est d'aller proposer un socle commun, une interface et la même technologie que vous vous lanciez en ligne ou que vous soyez une marque établie. Donc, pour faire et Shopify en termes de type de client, vraiment, on va aller aider des commerçants de quartier à se digitaliser. Ça va être des DMVB comme Simba Sleep qui vont utiliser Shopify. C'est des marques comme Kookai, comme Le Tanner. Donc vraiment, on a des secteurs très différents et des niveaux de maturité et de développement d'entreprises très différents. Donc, la question après, c'est comment est-ce que c'est possible avec une entreprise d'aller répondre en fait à des besoins qui sont différents, des prix très différents, enfin voilà. Et c'est là où la notion de partenariat en fait rentre en compte, c'est que Shopify peut être pertinent pour tous ces différents types de clients en établissant le bon écosystème de partenaires. Donc en fait, nous, on est vraiment la plateforme de base, mais ensuite on a beaucoup de partenaires. Donc évidemment, on a des plateformes de paiement comme Alma, mais on a aussi toutes les briques fonctionnelles type marketing, logistique, CRM qui vont venir en fait se greffer aux produits de base de Shopify pour proposer en fait aux marchands un maximum d'outils pour aller créer cette expérience sans couture dont on parlait. D'accord, donc qui assemble justement entre guillemets toute la stack, la différente chaîne de valeur dont a besoin un e-marchand et également proposer cette expérience client unifiée, c'est bien ça ? Exactement, ouais. Donc c'est qu'en fait l'idée c'est vraiment via Shopify vous avez accès aux produits de base mais aussi à un App Store sur lequel aujourd'hui on a plus de 6000 applications qui vous permettent d'aller après customiser vos opérations et ces apps en fait elles sont construites par des partenaires qui viennent en fait proposer leurs services à la base de marchands Shopify via cet App Store. Donc d'un point de vue pertinence et je dirais complétude des briques fonctionnelles, la notion de partenariat est très importante et notamment avec cet App Store et des intégrations avec des passerelles de paiement comme Alma par exemple. On a aussi, et tu l'as mentionné, toute la partie plus d'accompagnement du client. Donc là, c'est plus l'écosystème d'agences, de partenaires de services qui vont venir accompagner des marques, par exemple comme Simba Sleep, dans la montée en compétence sur le e-commerce, l'optimisation de leur tunnel de conversion et de leur expérience client au sens large. Donc Shopify, en tant qu'écosystème, c'est aussi ça. C'est toute une communauté d'experts du e-commerce, donc des agences e-commerce, des agences SEO, des agences de marketing, des freelances, comme tu le mentionnais, qui vont venir en fait travailler main dans la main avec Shopify pour aider les e-commerçants à vendre un maximum et à faire grandir le business. D'accord. Donc dans votre écosystème, si je perçois ça bien, c'est justement cette dimension, je dirais partenariale, votre écosystème de solutions, qui vous permet de faire ce grand écart entre un socle technologique qui est commun et puis après, lorsque vous êtes capable d'adresser aussi bien des petits commerces, des DNVB, voire même des plateformes qui sont très établies et justement customiser un petit peu les prérequis que peuvent avoir ces différentes typologies d'acteurs ? Oui, c'est exactement ça. Et d'ailleurs, on a une philosophie en interne qu'on appelle la philosophie des 80-20. Et c'est pour expliquer que justement comment est-ce qu'on va se partager un peu le champ applicatif avec nos partenaires. Qu'est-ce que fait Shopify ? Qu'est-ce que font les partenaires en termes de briques technologiques ? Et donc, on utilise cette image du 80-20. Shopify, en fait, on se considère comme responsable de construire le 80% de ce que la plupart des e-commerçants vont utiliser, quelle que soit leur maturité, quel que soit leur secteur e-commerce. Et c'est là où les partenaires vont venir construire le 20% qui est en fait tous les besoins plus sophistiqués dont le e-commerçant va pouvoir avoir besoin au fur et à mesure de son parcours de croissance et de développement de son activité. Donc c'est comme ça qu'on réfléchit en interne. Et on va rester sur du 80-20 ou peut-être on sera sur du 70-30 dans quelques années ? Je pense que cette 80-20, de toute façon, c'est plus une image pour dire, nous, on est responsable de fournir la base et c'est la plateforme. Et ensuite, c'est vraiment aux partenaires de venir construire autour de cette plateforme d'API ouvert pour permettre à des e-commerçants d'avoir la meilleure expérience client possible. Donc, comme on se dit, il y a des nouveaux segments de clients maintenant qui se digitalisent. Il y a par exemple des marketplaces, des retailers
qui ont une composante marketplace, par exemple, qui se développe. Bon, ça, par exemple, c'est un nouveau segment de clients. Est-ce qu'il n'y aurait pas un 70-30 là-dessus? Peut-être. Je pense que encore une fois, l'objectif, c'est vraiment de permettre au plus grand nombre d'aller créer un channel e-commerce performant et le faire de manière simple, à partir d'une interface unique. Très clair. Camille, Louis commençait justement à introduire sur cette tendance de Empower Consumer, mais également Empower Marchand. Tu as une expérience dans différents commerces, dans différents DNVB. Aujourd'hui, proposer une solution financière de paiement fractionné en 3-4 fois, c'est un no-brainer maintenant pour une DNVB dans ce domaine-là? En tout cas, je pense que ça s'est extrêmement démocratisé et quand on a des paniers moyens assez élevés, comme les nôtres, ça me paraît relativement indispensable. Mais même dans l'entreprise dans laquelle je travaillais avant, où les paniers moyens étaient 10 fois moins élevés, on le proposait et ça permettait quand même d'accélérer la conversion ou de monter les paniers moyens dans certains cas. Donc je pense qu'aujourd'hui, même si les facilités de paiement continuent comme le disait Louis et comme je le disais également, d'avoir quand même une image assez dégradée, bizarrement, ou comme quelque chose qu'on ne considère comme pas pour nous, ça se démocratise vraiment de plus en plus, et quels que soient ses moyens en fait. Et c'est vraiment effectivement, comme le disait Louis, le consommateur reprend le pouvoir, et s'il peut payer en plusieurs fois, sans frais en l'occurrence en plus pour nous, pourquoi ne pas le faire en fait. Donc voilà, je pense qu'effectivement maintenant c'est vraiment de plus en plus dans l'ordre des choses. Okay. Louis, juste pour je t'en prie, rebondis. Je te coupe la parole. On a fait pour moi, Camille, on a fait une analyse démographique. Je pense que cette histoire de l'image de marque où tu as vu comme du crédit, c'était un peu, je pense, peut-être l'a priori avec lequel on arrivait, c'est-à-dire c'est plutôt, c'est pas trop pour les CSP+, c'est plutôt pour les jeunes, etc. Ce qu'on voit, je veux dire, sur le terrain chez Alma depuis plusieurs années et ce qu'on a observé dans cette analyse, c'est vrai, c'est pas le cas. En France, en tout cas, le consommateur français, il paye autant plusieurs fois s'il est CSP+, que CSP-. Il n'y a pas de différence, littéralement. C'est littéralement proportionnel à la population. Il paye autant plusieurs fois qu'il ait 20 ans ou 60. Ça aussi, c'était très étonnant. Donc, on l'associe souvent à quelque chose qui est plus utile pour les jeunes. En tout cas, en France, on voit que c'est vraiment très, très diffus. C'est vraiment rentré dans les mœurs, quoi. Il n'y a pas de population cible du paiement fractionné. Et c'est aussi pour ça, Camille a mentionné, c'est très important, cette histoire d'image de marque. C'est-à-dire que ce qui est très important, une image de marque, c'est quoi? C'est deux choses. C'est évidemment une marque, déjà, pour commencer, évidemment, et un ressenti collectif. C'est-à-dire, cette marque, je sais que ça se passe bien, en l'occurrence avec Alma, je sais que quand je paye en 3 fois avec Alma, ça se passe bien. Et donc, en fait, ce ressenti, ça devient la garantie que ça va bien se passer et que, en fait, c'est une méthode de paiement qui est aussi naturelle qu'une autre. Justement par rapport à ces différentes solutions qui étaient établies, parfois on peut avoir justement cette image d'expérience un petit peu financière, un peu monolithique. Ce que vous avez cherché justement un petit peu à repenser, et là où tu vois justement une certaine tendance, une norme, est-ce que demain c'est véritablement chacun aura une expérience, un schéma financier proposé, différencié? Est-ce que c'est vers là-dessus que va s'orienter les modalités de paiement dans le domaine du paiement fractionné selon toi? Alors probablement, mais ça va plutôt, à mon sens, s'opérer dans un choix par le consommateur de la méthode de paiement, c'est-à-dire est-ce que je vais payer en 3 fois ou en 4 fois, est-ce que je vais payer peut-être en 12 fois. Tu peux imaginer d'ailleurs que sur peut-être sur des matelas, peut-être sur des paniers un peu plus élevés, j'imagine des smartphones, on a des gens qui vont vouloir payer sur des durées plus longues, typiquement des objets que tu vas utiliser beaucoup plus longtemps que cette durée de paiement. Aujourd'hui, je pense que le focus pour une entreprise comme Alma, ça doit rester le commerçant. Évidemment, le consommateur, parce que pour aider le commerçant, il faut aider le consommateur. Ce qu'on disait tout à l'heure, si jamais derrière l'expérience d'achat pour le consommateur est mauvaise, forcément c'est mauvais pour le marchand, n'est-ce pas? Mais je pense que pour l'instant, en tout cas, le point focal pour nous, ça reste de se mettre au service du commerçant et d'être capable de comprendre qu'est-ce qui est important pour le commerçant. Et justement, ça va être de proposer une palette d'offres un peu plus large. J'ai mentionné donc le 3-4 fois, le paiement en 10-12 fois. On peut mentionner le Pay Later qui commence à arriver en France. Et peut-être si on prend encore un peu plus si on sur un petit peu plus loin, si on prend un peu plus de hauteur là-dessus, tu mentionnais tout à l'heure le retail physique. Alors tout dépend. Là, on est sur Ciblacil plutôt sur du retail purement online.
mais on a en fait beaucoup de retailers hybrides, de marchands qui ont un site web qui marche très bien et des showrooms ou des boutiques. Et la grosse demande, évidemment, en ce moment, c'est l'omnicanal, c'est la capacité à accompagner un commerçant, quel que soit son canal de vente. Alors j'enfonce évidemment des portes ouvertes en disant qu'aujourd'hui il y a un certain foisonnement au niveau du paiement fractionné et une actualité assez riche, que ce soit les Affirm, les Klarna, les Afterpay et donc Alma. En fait, tout ça, on a un peu l'impression que c'est simplement un reflet de ce qui s'est passé sur d'autres composantes, à savoir la livraison CMD, post-purchasing experience. C'est ça qui est en train de se matérialiser aujourd'hui ? On parle du paiement, c'est-à-dire quand même on parle du cœur du processus d'achat pour un client, et on parle pour le dire assez clairement, d'un marché qui est quand même colossal. Donc en fait c'est évidemment un marché sur lequel il y aura plusieurs acteurs. Je pense qu'on le voit dans le paiement standard. Tu vois, t'as des entreprises comme Stripe et Adyen qui ont créé des business extrêmement impressionnants, alors même que tu as déjà des historiques type WorldPay, Worldline, etc. C'est ce qui est en train de se passer sur le paiement plusieurs fois, c'est-à-dire qu'il va y avoir beaucoup d'acteurs. On est sur avec la livraison, je pense qu'on est sur les deux grandes primitives du commerce tout de même, donc service, paiement, livraison, donc c'est normal qu'il n'y ait pas qu'une seule boîte qui s'en occupe. Lara, quand on évoquait justement la dimension, la richesse fonctionnelle aujourd'hui d'un Shopify, aussi c'est pour donner les clés justement à l'entrepreneur, mais aussi les rendre indépendants justement dans la gestion un petit peu de leur business. C'est aussi comme ça qu'est conçue la dimension fonctionnelle d'un Shopify, de son écosystème, de son store, etc. Oui, exactement. Donc, en fait, la notion d'indépendance, vous allez la trouver dans la simplicité d'utilisation et de choix de ces différentes briques fonctionnelles, donc paiement, logistique, marketing, dans la capacité aussi, je pense, à tester des solutions facilement. Donc, par exemple, notre App Store, on peut installer une app, par exemple, de logistique, tester, voir les impacts sur son business, et ensuite, si on a besoin de changer, on peut changer parce que ça va être très facile au sein de l'écosystème Shopify de trouver une solution qui nous convient mieux une fois qu'on a fait ces tests-là. Donc je pense que effectivement c'est très clé dans la proposition de valeur, c'est cette notion d'indépendance du e-commerçant qui va avoir le choix dans les solutions technologiques qu'il peut utiliser, et puis aussi une indépendance dans la gestion au quotidien de son business et dans sa customisation, c'est-à-dire que Shopify permet de pouvoir soi-même installer ses applications et pas forcément de faire appel à un développeur pour aller faire ses customisations pour soi. Et donc cette notion d'indépendance, elle se trouve aussi dans la simplicité d'utilisation au quotidien en fait de la plateforme. Et justement, tu parlais de chaîne de valeur globale, tu parlais également de logistique. J'imagine qu'aujourd'hui, un Shopify Fulfillment aussi, ça s'inscrit dans ce type de logique, ouais. Oui, exactement. Alors, Shopify Fulfillment, c'est effectivement une offre qui est disponible pour nos clients aux États-Unis et qui leur permet d'externaliser leur logistique. Donc, c'est-à-dire aller déposer leur stock dans des centres logistiques, et ensuite, effectivement, le réseau Shopify Fulfillment va livrer pour eux, à leur client final, chaque commande. Donc, effectivement, ça s'inscrit dans la volonté de Shopify de, encore une fois, simplifier les opérations qui permettent en fait à un marchand d'aller répondre aux attentes de son client. Donc l'intérêt de Shopify Fulfillment, c'est que le commerçant va être au plus proche en fait de son client, donc va pouvoir livrer plus rapidement, va pouvoir être plus réactif, va pouvoir gérer ses stocks de manière plus intelligente. Donc c'est vraiment, encore une fois, pour répondre aux besoins du client final, c'est-à-dire ce besoin de flexibilité et de rapidité, que Shopify va proposer par exemple un Shopify Fulfillment effectivement de manière clé en main à ses clients. Très clair. Camille, je te propose un exercice, j'aimerais qu'on passe sur le gris Alma. Aujourd'hui, quand tu dois choisir justement une solution de paiement fractionné, on parlait d'un foisonnement de solutions, des Klarna, des Affirm, des Afterpay. Plus sérieusement, lorsqu'on benchmark justement une solution de paiement fractionné, très clairement, tes critères en tant que e-commerçant, en tant que DNVB, ils sont de quelle nature ? Ah oui, c'est un peu ce que je disais tout à l'heure. Notre objectif, c'est de simplifier la vie aux clients, évidemment, et donc, et en termes de business, c'est d'augmenter notre taux de conversion. Donc, on a regardé effectivement différentes solutions de paiement. On avait une solution de paiement fractionnée avant Alma, et là, moi, ce qui m'a convaincue, c'était effectivement l'image de marque. Alma est pas encore extrêmement connue, mais
un peu, et en fait je me suis rendu compte, parce que ces marques a quand même pas mal d'humilité, je trouve, et effectivement ce que disait Louis, ils se mettent derrière et au service des clients, enfin de leurs clients entreprises, et en fait, je me suis rendu compte qu'effectivement, Alma était présent sur de plus en plus de sites et de ce fait, connu par de plus en plus de Français. En tout cas, voilà, voir le petit logo Alma, ça rassure peut-être plus que certains autres providers. C'est la première chose. La deuxième chose, c'était évidemment le parcours client extrêmement simple. Ça je l'ai dit. Et en plus, pour le coup, ça c'est dans le déploiement. On y reviendra peut-être, mais il y a plein de choses qui sont proposées par Alma, déjà toutes faites, qui simplifient largement la vie à un commerçant qui veut l'implémenter. Et puis ce taux d'acceptation. Je me suis rendu compte en discutant avec les personnes d'Alma que nos taux... Je me rendais compte que nos taux d'acceptation pour nous étaient pas exceptionnels, en tout cas que nos taux de conversion dans le processus de paiement étaient largement optimisables. Et en discutant avec les gens d'Alma, je me suis rendu compte qu'effectivement, non seulement la part du paiement fractionné chez d'autres e-commerçants un peu similaires pouvait être supérieure, donc on avait un potentiel là-dessus, et notamment via la simplicité et via le taux d'acceptation. Donc ce sont ces chiffres-là qui m'ont convaincu de passer chez Alma. D'accord, donc tu regardes taux d'acceptation et également donc comment ça s'intègre justement avec une expérience qui est assez seamless, parce que c'est quand même pas anodin pour un DNVB de confier justement une expérience de paiement. C'est un pan de ton expérience utilisateur. Non, complètement. Donc, il faut qu'à la fois sur toutes les étapes, que ce soit sur la fiche produit, puis dans le tunnel et vraiment au moment après de procéder au paiement, que ce soit extrêmement simple. C'est-à-dire qu'on ne sorte jamais réellement, même si on le fait au moment de payer, mais qu'on n'ait pas l'impression vraiment de sortir, qu'on soit toujours rassuré, qu'on se sente toujours quand même chez Simba, parce que nous c'est ça qu'on vend. Donc il faut vraiment qu'on ait toujours l'impression d'être chez nous, tout en étant rassuré sur toutes les conditions, comment ça va se passer, si je paye pas, si je change de carte bleue entre-temps, enfin voilà. Il y a plein de petites questions, et Louis doit avoir en tête toutes ces questions que les clients peuvent se poser avant d'appuyer sur le bouton paie, qui font que ça peut faire complètement basculer dans un sens ou dans un autre une transaction. Donc ça c'est très très clé, en fait de faire sauter en amont toutes les barrières que pourrait rencontrer un consommateur jusqu'au paiement. D'accord. Justement, si on rebascule sur la proposition de valeur d'Alma pour des retailers, côté produit, ça veut dire quoi pour vous là où il faut être excellentissime? Est-ce que c'est sur justement le scoring, ce taux d'acceptabilité, et également derrière ça, voir si tu acceptes de nous dire aussi un petit peu le type de données, justement, enfin ce que tu cherches un petit peu à capter pour avoir cette expérience fluide, seamless d'acceptation à proposer aux retailers? Ouais, il y a pas mal de questions dans la question là. je vais essayer de faire vite. Peut-être, je vais avant d'attaquer, tu vois, je pense que ce qu'il faut comprendre dans l'ADN de ce genre de solution, alors je parle d'Alma, mais évidemment, je pense qu'on n'est pas les seuls. Il y a des solutions de logistique qui sont très très similaires, je pense en termes de philosophie. Ce que disait Lara tout à l'heure est très important, c'est-à-dire que, alors, chez Shopify, ça prend la forme d'un App Store, mais c'est la capacité pour un commerçant de tester facilement et de se dire, ok, c'est bon, je garde, c'est pas bon, je garde pas. Donc chez Alma, je l'ai mentionné rapidement tout à l'heure, on a un onboarding en self-service, c'est-à-dire que toi, en tant que commerçant, tu peux intégrer Alma tout seul, sans te faire aider finalement d'une agence web, d'un développeur, etc. Mais tu peux aussi, du coup, il n'y a pas d'engagement. On a un business model qui est purement la transaction, qui est sans engagement. Si Alma, ça marche pas, purement la performance. Donc si Alma, ça marche pas, ben, tu supprimes Alma et tu mets quelque chose d'autre. Pour nous, c'est extrêmement important de se dire, les marchands, ils restent chez Alma, non pas parce qu'ils sont obligés. Il n'y a pas de contrat, il n'y a pas d'exclusivité sur 5 ans. Ils restent chez Alma parce que ça marche. Nous grandirons ensemble, pay as you go. Ouais, exactement, pay as you go. Et donc du coup, pourquoi ça donne une incentive à nous qui est extrêmement forte, qui est si on n'est pas les meilleurs, les clients ne vont pas rester. Donc finalement, c'est assez basique. Et ça, c'est très important. C'est quelque chose qu'on veut absolument garder. Très clair. Côté scoring, pardon. Parce que j'aurais pu éluder la question comme ça. Côté scoring, en gros, schématiquement, un bon scoring, c'est-à-dire la capacité à sélectionner les clients, à comprendre quel client on va pouvoir rembourser et quel client ne va pas rembourser. L'objectif, il est double, il est d'éviter les défauts, mais ça, c'est pas très compliqué. Il suffit d'être très restrictif pour éviter les défauts. Schématiquement, si j'accepte aucun client, j'aurai pas de défaut. Ça, c'est facile. Donc, c'est être capable de détecter les clients qui vont faire défaut, tout en acceptant le
maximum de clients qui ne vont pas faire défaut. Et ça se base sur 2 piliers. C'est la technologie et la data. La technologie, elle est, je dirais, relativement connue en fait, ce qu'on appelle le machine learning. Alors, faut pas me lancer trop sur la technique parce que je vais pouvoir tenir longtemps, je vais pas le faire. Mais on va dire qu'on est sur des algorithmes qui créent eux-mêmes, qui apprennent eux-mêmes quelles sont les règles les plus optimales sur la base des données réelles observées. C'est-à-dire, je vois passer les transactions, les modèles un petit peu à l'ancienne, je dirais, ce qu'on appelle les moteurs de règles, c'est-à-dire si j'ai une carte qui vient de telle banque et l'achat qui est de tel moyen de tel montant et qui vient de telle région de France, on sait que c'est pas top. Ces règles-là, en fait, un algorithme de machine learning, il va les redécouvrir en temps réel, et donc il va être au plus près adapté à la donnée qu'il voit. Ça, c'est ce que nous, on utilise aujourd'hui chez Alma, ce qui est une des réponses, une des raisons pour lesquelles on a un taux d'acceptation qui est vraiment excellent. L'autre pilier, c'est la donnée. Un algo peut être aussi brillant qu'il le veut. S'il ne se base pas sur la bonne data, ça ne va pas faire grand-chose. Et là, aujourd'hui, je dirais qu'on est pas mal, mais l'écosystème au global pourrait faire beaucoup mieux. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je pense que tout le monde l'a vu passer, il y a beaucoup de questions sur le surendettement, sur le crédit au sens large, donc la directive crédit Union européenne, la mise en chasse en France. Et c'est un vrai sujet. C'est un vrai sujet. Quand on parle d'expérience sans couture de A à Z, je pense que surendetter un consommateur, c'est pas vraiment sans couture. Et donc du coup, aujourd'hui, nous, Alma, on se bat pour libérer la donnée, pour en fait essayer de faire comprendre, je pense, et de accepter à cet écosystème que la donnée du consommateur, in fine, elle appartient au consommateur, que finalement l'esprit de GDPR et l'esprit de PSD2, c'est pas simplement d'imposer des contraintes sur les acteurs comme nous, c'est surtout de prendre acte du fait que, encore une fois, en tant que consommateur, ma donnée, elle m'appartient, donc mes données bancaires, mes données sociales, etc., ce sont mes données que je devrais pouvoir utiliser comme bon me semble, par exemple, pour me faire scorer. Donc ce pourquoi on pousse déjà en fait assez fort, c'est de mettre en place, d'aider, je dirais, les acteurs qui ne possèdent pas ces données, mais en ont la garde, ce qui n'est pas la même chose, d'accord. Par exemple, les banques, à les partager de manière la plus rapide possible avec un acteur comme Alma. Donc aujourd'hui, on connaît tous l'open banking, c'est-à-dire la capacité pour un client à connecter son compte en banque à un acteur tiers pour partager les données. L'open banking, c'est très bien. Les données bancaires, c'est les données les plus expressives. Les agrégateurs, etc. Voilà. Donc en gros, ces données-là, c'est les données les plus expressives dans le cadre d'un scoring de crédit. Quand on a accès à ça, on sait vraiment combien gagne le client, combien est-ce qu'il dépense, comment est-ce qu'il dépense. On sait d'ailleurs combien il gagne, même s'il n'est pas en CDI. Donc on résout une partie des problèmes, tu vois, du crédit traditionnel. Mais aujourd'hui, l'expérience client autour de cet open banking est pas bonne, hein, d'accord. Donc objectivement, partager son compte bancaire, il faut connaître son login mot de passe, il faut avoir son application bancaire, c'est pas bon. Donc on considère que les acteurs financiers devraient jouer le jeu, c'est-à-dire qu'ils devraient proposer à d'autres acteurs régulés, évidemment des acteurs comme Alma régulés par la Banque de France, de partager ces données sur la base du simple numéro de carte, ce qui permettrait en fait aux clients d'avoir simplement une case à cocher, de dire j'accepte qu'Alma utilise mes données bancaires. Alma s'occupe du reste et je le fais pourquoi ? Parce que ça permet à Alma de me scorer au plus près. Donc ça me permet d'accéder à ce paiement plusieurs fois et nous, les acteurs non financiers, ça nous permet de proposer de manière responsable ce crédit. Et peut-être pour finir là-dessus, c'est un sujet, le partage de données qui est évidemment très sensible, mais on pense qu'il est nécessaire. Nous, Alma, par exemple, on est prêt aujourd'hui, on gère des millions de transactions chaque année. Donc t'imagines qu'en fait des données, on en a beaucoup. Tu pourrais te demander, est-ce que nous, on est prêt aussi à partager les données qu'on a sur nos clients avec nos concurrents ? Et la réponse est oui. On considère que aujourd'hui, le sujet du surendettement, pour en parler, qui est un des gros sujets liés au scoring, c'est un sujet qui est extrêmement important. Et on est prêt à sacrifier un avantage concurrentiel. Donc je dirais, toutes les données que nous, on collecte au jour le jour dans le cadre de nos paiements fractionnés, avec nos concurrents, si ça permet, et on pense que c'est le cas, de construire quelque chose de vertueux par rapport Exactement. à ça. Mais qui est plus grand que nous. C'est-à-dire que on va toujours continuer à se battre sur l'expérience client, sur comment est-ce qu'on fait pour proposer le meilleur cycle de paiement pour le marchand et son consommateur. Mais on pense que le sujet du partage des données, qui est un sujet qui est très très à la mode en ce moment, très très en vogue, c'est un sujet qui est important et que les acteurs financiers ont une responsabilité, qui est celle d'accepter de partager ce qui n'est pas leurs données, qui sont des données tous en la garde et c'est pas la même chose. D'accord. Si on rebascule rapidement sur votre relation tripartite, Lara, tu me précisais justement que par rapport à certains éditeurs de solutions, typiquement Alma, vous avez parfois des relations plus privilégiées, des intégrations qui sont plus poussées qu'un large éventail de solutions, c'est bien ça ?
Oui, exactement. Le paiement, je pense que c'est, on l'a dit, une brique qui est stratégique dans l'expérience client et aussi pour le consommateur final en termes de sécurité, de fiabilité de l'acte d'achat. Donc Shopify considère les partenariats paiement comme étant un peu à part dans notre écosystème, c'est-à-dire qu'aujourd'hui Shopify c'est une plateforme d'API ouvert. Donc je mentionnais notre App Store et les 6000 apps sur notre App Store. Donc ça, vous pouvez créer en fait une app et je dirais commencer à développer sur la plateforme Shopify de manière complètement ouverte. Ce n'est pas le cas pour les paiements. Pour les paiements, on considère ça comme un partenariat produit plus poussé. On travaille aujourd'hui avec une centaine de prestataires de paiement dans le monde. Donc, vous voyez, on est beaucoup plus sélectif. Et l'idée, c'est vraiment d'aller travailler dans des intégrations beaucoup plus natives et intégrées avec ces acteurs du paiement, en étant sûr que chaque acteur va apporter un angle original et nouveau aux marchands. C'est-à-dire, notre idée, là, sur les paiements, c'est pas forcément d'aller multiplier les partenariats. C'est plus d'aller proposer les meilleurs acteurs sur cette brique-là. Très clair. Voilà. Camille, justement, sur Simba Slip, donc Simba Slip, je vais y arriver, pardon. Aujourd'hui, donc sur Shopify, vous activez Alma. En fait, c'est justement la chose se fait en combien de temps en combien de temps on a quelque chose qui est plug and play par rapport à ça, par rapport à une solution Très rapidement, en 10 jours pour notre cas, entre le moment où on s'est mis d'accord avec les équipes de Louis sur les conditions contractuelles de notre collaboration et le moment où ça a été live, c'est une dizaine de jours. Effectivement, c'était nativement présent dans Shopify. Donc, d'un point de vue intégration technique extrêmement simple. Donc, après, il y a un peu de marketing à faire autour. Mais grâce à des kits déjà préposés, c'est très rapide. Pédagogie, d'onboarding, de FAQ, user, c'est hyper rapide. C'est ce qui m'a convaincu aussi. Et également, c'est au choix justement du marchand d'offrir ou pas justement cette logique de paiement fractionné. Donc là, c'est quelque chose que vous proposez justement à vos utilisateurs, c'est bien ça, ouais? Oui, tout à fait. On le proposait déjà avec un autre acteur. Là, on le propose maintenant avec Alma en 3-4 fois sans frais et on espère rapidement, dès que ça sera live chez Alma, passer aux 10-12 fois, qui est une proposition de valeur qu'on a déjà aujourd'hui, parce que c'est un matelas, c'est cher. Donc c'est une proposition qu'on a déjà aujourd'hui, mais avec un autre acteur qui n'est pas le plus performant du marché, je pense. Donc j'ai hâte de pouvoir implémenter ça avec Alma. D'accord. Et justement, on en parlait rapidement en introduction, aussi choisir une solution de paiement fractionné. Le dimensionnement, c'est également la concilier avec votre expérience utilisateur. Donc tu parlais justement de ces 200 jours d'essai de matelas, et donc là où ça se conjugue justement parfaitement avec une solution adaptative de paiement. Oui, alors effectivement, c'est quelque chose qu'on essaie de pas trop dire finalement parce que ça peut nous porter préjudice, mais effectivement, quand on considère que pour lever les barrières d'un achat de matelas en ligne par rapport au magasin, cet essai de 200 nuits que l'on propose est absolument clé. C'est-à-dire qu'il n'y a pas, on se fait livrer en 2-3 jours gratuitement. Si au bout de quelques jours, généralement un mois, on se rend compte que non, en fait, il nous convient pas, on peut le renvoyer, pareil, gratuitement, rapidement. Quelqu'un vient le chercher. Donc si en plus de ça, on a payé en plusieurs fois, on n'a pas eu à avancer 1 000 € pour son matelas, mais on en a payé que 250, c'est encore une barrière qui se lève. Parce que, évidemment, on ne va pas payer le reste des mensualités si on le retourne. Donc ça, c'est effectivement dans notre proposition de barrière et dans le fait de lever les barrières à l'achat en ligne de matelas, c'est extrêmement important. Donc en ligne, et si on commence à parler justement rapidement, Lara, canalité, ça se concrétise comment justement chez Shopify en termes de solutions, parce que votre promesse aussi, c'est d'aider les retailers sur l'ensemble de ces canaux, c'est bien ça ? Exactement. Donc, en fait, le positionnement de Shopify, c'est vraiment d'être cette interface unique pour gérer l'ensemble de ces canaux de vente. Donc, effectivement, on l'a dit, Shopify a commencé avec la brique e-commerce, c'est-à-dire site en propre pour les marchands. À mesure que les usages ont changé et nous, en tant que consommateurs, on a commencé à acheter sur les marketplaces, sur les réseaux sociaux, évidemment en point de vente, Shopify, du coup, a intégré ces différents canaux de vente. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, en tant que client Shopify, je peux, à partir de mon compte Shopify, gérer mon site e-commerce, mais aussi mon point de vente, la vente sur les marketplaces, la vente sur les réseaux sociaux, et ce de manière intégrée dans mon compte. C'est-à-dire je reçois l'ensemble de mes commandes de ces différents canaux au même endroit et je peux les traiter de manière intégrée. Donc il y a une simplification aussi qui est clé ici, parce qu'il y a un niveau de complexité qui est toujours croissant dans la capacité à gérer ces opérations à travers ces différents canaux de vente. Et du coup, c'est l'idée de Shopify sur l'omnicanal.
Je pense que Louis, tu te retrouves dans ce propos aussi. On a beaucoup parlé de online, de toute évidence, avec Simba Sleep, DNVB. Aussi, vous, c'est universel, c'est agnostique, également pour les brick and mortar ou ce marchand physique. Oui, absolument. Enfin, en fait, la distinction entre physique et online, on parle juste d'un canal différent. Donc après, il y a des choix d'entreprises qui vont se dire on doit être beaucoup plus online, beaucoup plus physique. C'est vrai que moi, par exemple, en tant que consommateur, j'achète beaucoup en ligne. Et d'autres qui sont beaucoup plus sur le physique. Le retail physique, c'est encore 85% du retail global en France. Donc en vrai, c'est un peu l'éléphant qui est dans la pièce. Et peut-être un point qui est intéressant, puisqu'on parle d'expérience, c'est que alors l'expérience est toujours cruciale. Tu m'entendras jamais dire l'inverse, mais paradoxalement, dans une boutique physique, l'expérience est quasiment plus importante qu'en online, parce que dans une boutique, tu as des gens derrière toi. Et donc du coup, si tu passes 20 minutes, une demi-heure à pouvoir payer en plusieurs fois, ce qu'on voit, je pense, dans des solutions de type un peu crédit entre guillemets à l'ancienne, dans une boutique, qu'est-ce que tu es obligé de faire? Tu es obligé de créer un coin de financement. Je pense qu'on l'a tous vu dans une boutique, c'est-à-dire tu vas à la caisse, puis on t'amène dans un coin spécifique au financement, voilà, qui prend longtemps. Je vois qu'Emile connaît le sujet. Ça prend longtemps, c'est pas agréable. L'idée pour Alma, c'est d'être capable de faire du paiement plusieurs fois, jusqu'aux 12 fois, au niveau de la caisse, c'est-à-dire de se dire, on fait pas de différence. Et finalement, tout à l'heure, on parlait du paiement plusieurs fois qui rentre dans les mœurs, qui est pas quelque chose, évidemment, qui est juste, c'est un choix. Je choisis de payer en 1 fois, en 3 fois, en 12 fois. Il n'y a pas de raison d'être, d'avoir entre guillemets honte de ça. Et je peux le faire à la caisse. C'est-à-dire que j'ai pas besoin, moi, en tant que commerçant, d'aller créer un endroit spécifiquement pour les personnes qui veulent payer en plusieurs fois. Très clair. Je vois que le temps passe. On va être sur la fin de notre échange. Merci beaucoup. Je voulais juste aussi conclure peut-être sur un petit point d'actualité qui peut vous concerner chacun. C'est quoi les perspectives Simba Sleep, je vais y arriver décidément, sur l'activité, le lancement en France, si tu peux nous en dire un petit peu plus, Camille? Alors la grosse échéance pour nous, elle est en novembre avec l'ouverture de notre première usine de production de matelas en France. Donc la relocalisation de la production de matelas en France. Et j'espère par la suite d'autres de nos accessoires également. Donc c'est la grosse actualité. Et la deuxième, et j'en profite du coup pour passer un petit message, c'est le recrutement d'une équipe sur le terrain. Donc voilà, donc je recrute principalement à Annecy où j'ai décidé de baser Simba, mais ça peut... mais voilà, donc n'hésitez pas à me contacter également. Louis, te concernant, c'est le récent double agrément que vous avez reçu en tant qu'établissement de paiement et société de financement auprès de la CPR, c'est bien ça, ouais? Donc c'est une des actualités, ouais. Une des actualités. Je sais qu'il y en a beaucoup. On pourrait parler aussi de banque postale. Voilà. Non, je vais pas faire la liste, mais oui, effectivement, on a eu ce double agrément, donc en tant qu'établissement de paiement et société de financement. Grosso modo, c'est la dernière étape avant de devenir une banque, et c'est important quand tu fais de la finance d'être un tout petit peu structuré. Et si on parle de structuration, tu vois, on a aussi, on en parlera un peu plus dans quelques jours, mais on met en place des outils qui nous permettent aussi de financer beaucoup plus de créances, donc beaucoup plus d'achats que ce qu'on a fait jusqu'à présent, toujours dans le cadre d'une croissance assez importante. Lara, te concernant, peut-être un petit point d'actualité ou... Oui, alors nous, pour parler du développement de Shopify en France, nous, ça fait quelques années qu'on est là. Maintenant, c'est vrai que le déploiement international est de plus en plus un sujet stratégique pour Shopify. Donc, en tant qu'entreprise, on va investir dans déployer des plus grosses équipes au niveau régional et aussi au niveau français. Donc voilà, en termes d'échéance, évidemment, il y a les soldes qui arrivent, qui, je pense, est un grand moment pour nos marchands. Donc nous, on se prépare en tant que partenaire technologique à leur proposer les bonnes pratiques, les bons acteurs technologiques qui vont leur permettre de prendre avantage de cette période pour générer un maximum d'activités. Donc voilà, d'un point de vue produit et équipe, c'est un des gros sujets en ce moment. Très bien. Merci à vous tous. J'étais ravi de pouvoir vous réunir justement sur cette table ronde et justement essayer de refléter un petit peu cette chaîne de valeur dans lequel vous évoluez. J'espère aussi que ça vous a plu aussi de se retrouver un petit peu en présentiel. Enfin, oui. Merci beaucoup. Voilà, c'était la première édition de We Speak Retail. Vous avez compris, c'est un rendez-vous récurrent, mensuel. On se retrouve
retrouve le 9 septembre pour parler cette fois de post-purchasing experience. Donc ce sera articulé autour de ShipUp et sur lequel on va justement essayer de reproduire un petit peu cette cohésion, cette cohérence de table ronde. Dans quelques jours, vous retrouverez également le replay qui sera disponible. Toutes les informations sont sur wespeakretail.com. Notre manifesto, pourquoi on l'a fait par rapport à ça. Donc je remercie encore mes 3 acolytes de s'être prêtés à ce premier exercice, également donc les partenaires de Comexposium One to One Retail e-commerce Monaco. Merci à tous, à très bientôt.